Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro-Business qui porte sur la situation économique du Cameroun alors qu'un vent de contestation souffle dans plusieurs pays. Avec le Gabon, il y a quelques jours, nous parlerons de l'impact économique des coups de force sur le continent, particulièrement dans la sous-région Afrique centrale et au Cameroun. Le Cameroun serait-il immunisé des mouvements contestataires observés sur le continent africain ? Une question à laquelle notre invité Abdoulaziz Konaté, le vice-président national en charge des régions du littoral et du sud-ouest de la jeunesse présidentielle, la Presby, et par ailleurs premier vice-président du syndicat des commerçants du marché central de Douala, répondra en seconde partie de ce programme. Mais tout d'abord, l'impact économique des coups d'État en Afrique, un élément signé Jean-Marie Onambélé. Le continent africain a connu une augmentation significative des coups d'État ces dernières années. Après le putsch au Soudan en octobre 2021, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a parlé d'une épidémie de coups d'État. En comparaison avec le reste du monde, sur les 486 coups d'État réussis ou ratés depuis 1950, 214, dont 106 réussis, ont eu lieu en Afrique, la région la plus touchée. Le Soudan est le pays africain ayant connu le plus grand nombre de coups d'État, réussis ou non depuis 1950, avec 17 coups. Selon les données de la Banque mondiale, deux constats ressortent d'une analyse. D'une part, les pays ayant eu des coups d'État sont plus pauvres que la moyenne d'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, les conditions initiales, qu'elles relèvent de l'économie ou du développement social, étaient similaires. L'ensemble de ces pays étaient des colonies avec une majorité ayant obtenu leur indépendance durant la même période. On pourrait donc envisager la recrudescence des coups d'État comme une possible explication au faible niveau du PIB, produit intérieur brut par habitant. D'autre part, les pays ayant connu un coup d'État n'enregistrent pas une chute de leur PIB par habitant, mais décrochent par rapport au reste de l'Afrique. En effet, l'Afrique subsaharienne enregistre globalement une croissance de son produit intérieur brut par habitant depuis 1990. De façon quantitative, l'occurrence d'un coup d'État conduit en moyenne à un décrochage du PIB par habitant de 1 à 18% par rapport à celui de l'Afrique subsaharienne. Plus précisément, les coups d'État répétitifs au Niger ont contribué à faire décrocher son produit intérieur brut par habitant de 15%. Il ressort donc que les coups d'État constituent un frein au développement économique et n'ont pas un impact significatif sur le bien-être des populations dans le court terme, ce qui pourrait expliquer le soutien d'une certaine partie de la population aux mutineries. En réalité, le coût d'un coup d'État se retrouve dans le long terme à travers une stagnation du niveau de vie et une paupérisation galopante. Il faut donc qu'à l'avènement d'un coup d'État, la résistance citoyenne devienne le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Plusieurs autres alternatives existent dans une démocratie pour régler des contentieux. Quid de la situation économique actuelle du Cameroun? Il faudrait savoir que l'enveloppe de la dette du pays au premier trimestre de l'année 2023 connaît une hausse. Elle culmine désormais à 12 203 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 5,2% en glissement annuel. Cet encours représente 43,7% du produit intérieur brut du pays. Une situation qui pousse certains analystes et économistes à dire que le pays est en plein ajustement structurel, raison de la difficulté à mobiliser des fonds sur le marché financier. On regarde. Des alertes des économistes et autres observateurs sur une arrivée imminente des temps encore plus durs au Cameroun se font de plus en plus présentes. Ces derniers s'appuient sur les chiffres publiés par la Caisse autonome d'amortissement et qui faisaient état de la dette du secteur public du PIB qui cumulait à 12,137 milliards de francs CFA au 30 juin 2023. Un montant qui représente 43,8% et bien en deçà du seuil critique des critères de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Des chiffres qui ne semblent pourtant pas calmer les analystes qui assurent que la situation du Cameroun, aujourd'hui peu reluisante, présage des lendemains extrêmement difficiles. Il faudrait tout de même relever que cet encours ne prend pas en compte l'emprunt obligataire dénommé ECMR 2023 à multitranches émis sur le marché financier et souscrit à près de 176,7 milliards de francs CFA. Il faudrait également savoir que l'enveloppe globale de cette dette est composée à environ 92,6% de la dette de l'administration centrale, soit 11,240 milliards de francs CFA. Les entreprises et établissements publics cumulent quant à eux 7,3% de la dette publique, soit 887 milliards de francs CFA. La plus petite part revient aux collectivités territoriales décentralisées, 1%, soit 10,2 milliards de francs CFA de la dette publique globale.
À présent, cet entretien avec notre invité Abdoulaziz Konaté, il est le vice-président national des régions en charge du littoral et du sud-ouest de la jeunesse présidentielle. La presse on regarde et on se retrouve juste après. Bonjour Abdoulaziz Konaté, bienvenue dans Afro Business. Bonjour Madame Armelnga, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci de l'amitié. Alors on parle de la situation qui prévaut actuellement sur le continent africain notamment et qui s'est propagée à l'Afrique centrale, bien que ce ne soit que le cas d'un seul pays, le Gabon. Alors la question que je veux vous poser est celle de savoir si le vent de la contestation de ces différents coups d'État serait-il en train de gagner l'Afrique centrale au regard du putsch justement qui a eu lieu le 30 août dernier du côté du Gabon. Bon, déjà ma foi, il faudrait peut-être... comme nous ne le soulignons pas assez souvent, ou alors comme nous sommes en train d'interpeller une bonne partie aujourd'hui de nos frères des médias, de pouvoir au jour d'aujourd'hui reformer le narratif. Parler de putsch ne me semble pas être le mot indiqué, mais il faudrait plutôt dire des révolutions qui sont en train de se faire. Il y a comme un vent de révolution qui souffle du côté qui a commencé du côté de l'Afrique de l'Ouest et qui est en train de s'incurser du côté de l'Afrique centrale, notamment au travers de ce que nous avons observé la semaine passée du côté du Gabon. Donc ces révolutions-là ont quand même une source. Elles ne sont pas anodines, elles ont une source, c'est-à-dire qu'elles viennent du fait de ce que un certain nombre d'indices au travers dans ces sociétés-là, malheureusement, qui, pour certaines, n'ont pas une démographie aussi conséquente par rapport à la capitalisation des richesses, mais dont la répartition semble faire défaut. Et donc de là, c'est créé un certain nombre d'inéquités qui ont simplement conduit justement à ce qu'il y ait des hommes providentiels qui, bien évidemment, s'insurgent contre ces inéquités-là et prennent donc la décision, n'est-ce pas, de reformer ces institutions-là, afin qu'il y ait une meilleure redistribution des richesses. C'est comme ça que nous voyons ce qui est en train de se passer, la mouvance des différentes révolutions qui se fait du côté de l'Afrique de l'Ouest et très récemment du côté du Gabon, pour parler du cas de l'Afrique centrale. Donc il y a un problème de narratif tel que c'est imposé de la part, bien évidemment, des forces exogènes qui, tout le temps, impulsent une certaine vision, qui ont un narratif qui est le leur, mais qui ne correspond pas à nos réalités. Donc il serait bien qu'au niveau des médias, par exemple, au jour d'aujourd'hui, africains, que nous ayons un autre narratif qui soit différent justement de ce qui est fait du côté des mainstream occidentaux. Alors, on avait justement l'impression que l'Afrique centrale était plus ou moins protégée de ces différentes révolutions, comme vous appelez. Mais est-ce que pour le cas du Cameroun, est-il immunisé contre ces révolutions au vu du contexte économique actuel du pays? Oui, c'est des éléments que nous entendons très souvent dans les réseaux sociaux. On voit beaucoup de personnes qui interpellent, et pas seulement dans les réseaux sociaux, on le voit même du côté justement de l'Occident. On voit un peu la quasi-majorité des débats qui sont épluchés en ce moment, qui vont dans le sens qui s'érigent, d'autres même, d'aucuns s'érigent même en prophètes de l'Apocalypse, en prédisant que le prochain sur la liste serait le Cameroun ou le Congo ou alors la Guinée équatoriale. On entend des vertes et des pas mûres, mais Madame Nga, il faudrait quand même replacer les choses dans leur contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est que bien des sujets sur lesquels aujourd'hui, par exemple, les pays de l'Afrique de l'Ouest sont en train de revendiquer ou de reconquérir un certain nombre de droits, nous, sans embâge ni ébruitement, nous avons déjà acquis une bonne partie de ces revendications-là. Et dans le silence, dans la finesse diplomatique qu'on connaît au chef de l'État, le président Paul Biya, dont beaucoup de gens disent des choses, mais très peu connaissent véritablement le personnage ou alors ont pris le temps d'étudier, n'est-ce pas, sa stratégie, sa finesse, sa précision avec laquelle il règle des problèmes hautement délicat. Pour prendre des exemples, je vous dirais que le Cameroun, pour parler de la problématique des fameux accords coloniaux, depuis 2020, nous ne les avons pas renouvelés. Vous voyez que le Cameroun était avant-gardiste déjà sur des sujets qui sont d'actualité, par exemple, dans des zones comme l'Afrique de l'Ouest,
Or, nous, il y a déjà 3 ans de cela que nous avons réglé ce problème et que nous sommes passés à autre chose. Pour parler, par exemple, de la problématique qui est actuelle, pour vous dire ô combien le dirigeant est avant-gardiste sur, bien évidemment, la dédollarisation. Vous avez vu que du fait, justement, d'un certain nombre de pressions parvenant des institutions de Bretton Woods, le président avait rappelé déjà à la venue même du président Hollande ici que la diversification de nos partenaires bilatéraux est une question qui est sans appel au niveau du Cameroun. C'était bien évidemment dans sa lecture avant-coureur et avant-gardiste. Là, un signal qu'il a envoyé déjà bien évidemment aux partenaires extérieurs, mais aussi à l'Afrique, pour dire qu'il était nécessaire de pouvoir diversifier les partenaires bilatéraux des États pour pouvoir le moins possible être impacté par justement les caprices des institutions de Bretton Woods. Et ça, le Cameroun, ça fait au moins 10 ans que le Cameroun a déjà passé ce cap-là. Vous voyez que la situation du Cameroun n'est pas la même que ce qui se vit aujourd'hui un peu partout, tel que le vent de l'Ouest qu'on observe du côté de l'Ouest, et même ce qui vient de se passer au Gabon. Parce qu'il faut dire que même dans la sous-région, ce n'est pas... beaucoup de pays n'ont pas forcément suivi ou observé, n'est-ce pas, la même dynamique que le Cameroun a enclenchée il y a de cela quelques années. C'est dire qu'au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, il y a d'autres problèmes qui sont résurgents, tels que la malgouvernance au jour d'aujourd'hui, mais ce n'est très certainement pas des problèmes liés à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des sujets d'actualité tels qu'on les observe du côté de l'Afrique de l'Ouest ou même qui est en train d'arriver par la porte du Gabon dans l'Afrique centrale. Le Cameroun a eu le temps de régler un certain nombre de problèmes sur la scène diplomatique. Vous allez constater que sur le plan de l'économie du Cameroun, par exemple, au jour d'aujourd'hui, différemment des pays, pour ne citer que sans mauvaise publicité aucune, la Côte d'Ivoire ou même ce Gabon dont on parle, dont l'économie est quasi majoritairement apprivoisée par des étrangers. C'est-à-dire que c'est des pays qui ont le gros de leur économie par des partenaires extérieurs ou alors des étrangers, tels que la France, les Libanais, les Indo-Pakistanais et autres. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Au Cameroun, nous avons une économie qui est à un peu plus de 70% tenue par les locaux. Bien sûr, vous avez certains points focaux qui sont encore aujourd'hui en partenariat avec l'État du Cameroun, mais il y a un programme de renationalisation même de nos entreprises qui a commencé il y a de cela près de 5 voire 10 ans. Au jour d'aujourd'hui, on peut compter par exemple le port autonome de Douala, qui est la vitrine d'entrée du Cameroun, et dont aujourd'hui les actifs sont à 100% Cameroun. On peut compter dans les années à venir, d'ici peu de temps, on aura probablement la Camrail qui va suivre la même dynamique. On a l'entreprise de distribution de l'énergie qui est aujourd'hui revenue à 100% aux capitaux camerounais. On a au jour d'aujourd'hui engrangé des victoires comme ça parce que effectivement, dans une dynamique silencieuse mais efficace, avec une précision chirurgicale, le chef de l'État du Cameroun a su ramener un certain nombre d'acquis que nous avions perdus dans les années 90-80. Et ça, sans bruitage, sans embâche ou quoi que ce soit. Donc voici au jour d'aujourd'hui, par exemple, la situation que ceux qui, dans les réseaux sociaux, ceux qui s'amusent généralement à s'aventurer sur des sentiers inconnus, devraient au moins prendre le soin de pouvoir avoir à leur disposition en termes d'information avant de pouvoir comparer le Cameroun à ces États-là qui, au jour d'aujourd'hui, sont bien en retard sur des sujets sur lesquels Abdoul, nous avons pu passer. Il se base sur les faits. On a par exemple la dette du Cameroun, l'enveloppe de la dette du Cameroun qui est de plus de 12 000 milliards. On est à 12 203 milliards de francs CFA au premier trimestre de l'année 2023. Cette situation économique actuelle, est-ce qu'elle garantit justement cette immunité au vu de la situation sociale? On a des enseignants qui ne décolèrent pas. On a les scandales Glencore, on a Covid-Gate, on a beaucoup de scandales. Abdoul, est-ce que cela ne pourrait pas être justement le début d'un vent de contestation de la population qui se dit ou qui déclare en avoir marre de la situation économique camerounaise actuellement? J'ajouterais même une autre situation qui est pendante à l'heure actuelle. Nous sommes là à l'heure des rentrées scolaires, où beaucoup de parents clients dans des coopératives ou banques peinent à pouvoir avoir des crédits scolaires. Et pendant que pour ceux-là même qui, quand bien même ils ont pu avoir des crédits,
on leur oppose la limitation des quotas dans les établissements publics. Les parents sont actuellement dans un état d'esprit qui n'est pas pour pouvoir assurer. Ça s'ajoute aux multiples griefs que vous venez vous-même d'exposer. Il faut dire que j'ai commencé par vous dire tout à l'heure dans mon propos qu'actuellement au Cameroun, nous avons un problème de malgouvernance. Nous n'avons pas un problème lié à la gestion de notre, je serais tenté de dire, institutions. Parce qu'au niveau de nos institutions, nous avons su ramener le gros de nos acquis en interne. Maintenant, il se pose un problème de malgouvernance. Et cette malgouvernance, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, force est de constater que l'âge du président aussi, quand même, il joue un peu pour quelque chose. Parce que le président n'a plus la force forcément de suivre les dossiers tels que cela pouvait se faire il y a 10 ou 15 ans. De ce fait, effectivement aussi, la longévité de certains acteurs au niveau de certains postes de responsabilité stratégique en sont aussi une des causes. Ça, c'est des faits sur lesquels, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas complètement passer la main dessus. C'est des évidences qui peuvent effectivement conduire à certaines grognes sociales. Si effectivement le président de la République, parce qu'on ne parle plus de nos dirigeants, vous voyez bien, vous avez fait bien d'observer que cette dette intérieure aussi autour de, si mes chiffres sont bons, 12 milliards, comme vous avez dit. Oui, 203 milliards de francs CFA. Mais ce qu'il faut observer dans cette dette interne du Cameroun, c'est que un peu plus de 90% est à attribuer aux services centraux, c'est-à-dire que les ministères, le fonctionnement et tout le reste, et que vous avez à peine 7% de cette dette qui est aux services publics et parapublics, et vous avez à peine, et c'est là vraiment ce qui est incroyable, 0,1% de cette dette aux collectivités territoriales décentralisées. C'est quand même une hérésie, parce que c'est quand même, on s'attendrait au moins à ce que, pour ne pas être trop gourmand, on couperait au moins quand même la poire en deux. C'est-à-dire que les CTD devraient avoir au moins 40 ou 50% de cette dette liée justement au fait de ce que les CTD sont au-devant même, n'est-ce pas, des programmes de développement des communautés. Mais comment est-ce que comment est-ce qu'on en arrive à une situation où c'est le pouvoir central, c'est-à-dire que l'administration, le fonctionnement, qui absorbe 90% d'une dette? Vous comprenez que dans ce mécanisme-là, je ne suis pas un expert en économie, mais il ne faut pas avoir fait Sciences Po pour comprendre qu'il y a un problème. Ouais. Il y a un problème si vous avez 90% de votre dette qui est liée simplement au fonctionnement et tout le reste, et que vous n'avez même pas 5% qui soient liés aux acteurs de la décentralisation, ceux-là même qui, justement, sont chargés d'implémenter ces politiques-là qui sont coordonnées par le haut sommet. Donc, c'est ces disparités-là, même s'ils vont vous expliquer que au niveau du contrôle des marchés de la CEMAC, nous sommes encore en deçà du quota requis qui est de 70%, parce que c'est ce qu'ils vous arguent tout le temps, les experts. Je dis, je ne suis pas économiste, ils vous disent que nous sommes autour de 48 ou je crois 46% de cette dette, qui est en deçà encore de ce qui se fait sur le marché de contrôle de la CEMAC, qui plafonne à 70% le taux d'endettement. Donc que nous soyons encore à 48, à une quarantaine de pourcents, ça va, c'est gérable. Mais non, c'est gérable sur la base de quel principe? Comment est-ce que cette dette intérieure, au jour d'aujourd'hui, est utilisée? Là est la problématique auquel très certainement des experts peuvent nous donner une kyriade de réponses qui, malheureusement, comme on les entend tous les jours, n'arrivent pas toujours à nous convaincre et nous satisfaire. Il faudrait également savoir, Abdoul, que le problème majeur concernant ces 4 pays ou 5 pays, c'est la malgouvernance qui est décriée selon les recherches que nous avons eu à faire. Alors le Cameroun, aujourd'hui, lui, il peine à mobiliser des fonds sur le marché financier. Selon vous, où est-ce qu'on pourrait trouver ces fonds pour justement résoudre les problèmes de la société camerounaise? On est en train de revenir vers le rachat de nos entreprises. Où est-ce qu'on pourrait trouver des fonds pour que cela se fasse? Écoutez, ce n'est pas compliqué, Madame Nga. Vous êtes surendetté. Et c'est bien de vous endetter. Mais si les faits pour lesquels, et je vous rappelle qu'au passage, l'une des causes justement qui rendent davantage aujourd'hui la situation difficile pour que nous ayons des difficultés à émettre des DTS au niveau par exemple du FMI, et on relève le fait qu'il y a des anomalies sur les montages de projets. C'est parmi les causes qui ont été prononcées par ces institutions. Des anomalies sur le montage des projets. Vous avez par exemple au jour d'aujourd'hui une mauvaise exécution de ces projets-là, et j'en passe.
Maintenant, si vous ajoutez à cela des institutions comme Fitch, comme Standard & Poor's, qui, bon, on peut comprendre, et c'est là, justement, la finesse du Sphinx, d'avoir annoncé très tôt la diversification des partenariats bilatéraux du Cameroun. Parce qu'on a fait vite d'observer quand même que ce n'était pas anodin que le président de la République rentrant de Saint-Pétersbourg, subitement la note du Cameroun, qui plus ou moins pour des raisons fallacieuses était décotée, plus qu'elle ne l'était déjà, on peut un peu comprendre. Du moins, on est habitué de ces faits-là. Mais ce qu'il faudrait savoir, ce n'est pas pour se donner bonne conscience, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, dans le climat de cette complexité financière qui s'exige et s'impose au Cameroun, plus que jamais, plus qu'hier, la diversification, en réalité, cette diversification de nos partenaires sur le plan financier, notamment la Chine, notamment les pays du Golfe, notamment la Russie, dans des domaines diversifiés de coopération, est plus que jamais ô combien importante. Mais encore une fois de plus, la problématique reste et demeure sur la gestion, justement. Et c'est ce qui a conduit aujourd'hui la crainte, par exemple, des investisseurs. Parce que si vous vous endettez et que finalement, on vient quand même trouver des indices de développement réels de cette dette-là, le partenaire, les marchés financiers n'ont pas de difficulté parce qu'ils voient quand même que vous implémentez un certain nombre de préalables, notamment les routes, l'énergie, bref, les infrastructures en général, parce que les b.a.-ba de l'économie, une fois de plus, les experts, à dire d'experts, vous disent quand même que ne serait-ce qu'en améliorant votre réseau routier et tout le reste, vous gagnez quand même à 2-3 points de croissance en mettant des infrastructures. C'est-à-dire que l'énergie, les routes et tout le reste, c'est déjà 2 à 3 points que vous gagnez sur la croissance de votre économie. Mais vous voyez que si vous vous endettez pour ces faits-là et qu'au finish, soit ils sont pas réalisés, soit ils sont mal réalisés, soit c'est des ouvrages qu'il faut encore refaire du fait de ce que, justement, les projets n'ont pas été maturés, comme très souvent. Nous avons, à titre d'exemple, l'axe, l'autoroute Douala-Yaoundé, le tristement célèbre autoroute Douala-Yaoundé. Nous avons au jour d'aujourd'hui le pont, le barrage de Meuvele, autant pour moi, qui aujourd'hui présenterait un certain nombre d'anomalies dont il faudrait refaire encore des études pour corriger justement ces anomalies-là, ce qui susciterait encore de trouver de l'argent sur des marchés financiers. Donc vous voyez que une cumulation d'autant d'impréparation, d'autant de signaux qui ne sont pas forcément toujours rassurants pour les bailleurs financiers ne sont pas d'augure à pouvoir permettre à ce qu'effectivement il y ait une certaine aisance à pouvoir dérouler l'enveloppe au Cameroun quand nous venons toquer à ces portes-là. Et puis, nous avons quand même pris une mauvaise habitude depuis pratiquement aujourd'hui un moment, parce que ça dure, on va dire depuis 5 ans, de construire notre économie sur l'enlisement de la dette. Et vous voyez donc que ces dettes-là que nous sommes en train de contracter chez les bailleurs de fonds va finalement finir par devenir une véritable problématique pour le Cameroun. Et nous sommes déjà même en train de le vivre. Je tiens à vous rappeler que, pour être totalement complet sur cette question, cet exercice qui vient de ce mois, qui vient de, je pense, le mois passé, on a payé les salaires des fonctionnaires avec 48 heures de retard. C'est dit. Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Donc voilà la situation dans laquelle, au jour d'aujourd'hui, les Camerounais qui ont déjà extrêmement serré la ceinture, au point de pouvoir se lacérer les hanches, sont dans une configuration où, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des tensions qui sont là, qui sont présentes, qui interpellent nos dirigeants pour dire que nous sommes déjà sur le mur. On allait tout droit vers le mur, mais là, nous sommes déjà sur le mur. Est-ce qu'on ne parlerait peut-être pas, Abdoulaziz, d'ajustement structurel? Parce que là, la situation est plus ou moins grave. J'ai simplement voulu éviter ce mot pour ne pas vous alarmer davantage, parce que, comme je dis, nous sommes déjà sur le mur. Être sur le mur, ça veut dire que vous voyez que si des partenaires financiers, des marchés financiers aujourd'hui, peinent à pouvoir vous donner de l'argent, ça veut dire que votre crédibilité, plus ou moins, est remise en question. Et nous avons aujourd'hui une structure qui est en charge des questions liées
à la solvabilité de cette dette-là qui est la CAA et qui, bon, peine tant bien que mal à pouvoir apporter une certaines assurances sur la place des marchés. Mais la pierre angulaire de tout ceci, Madame Nga, reste une seule chose, c'est la malgouvernance. Et c'est l'incapacité à pouvoir aujourd'hui suivre un certain nombre de directives. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont instruites, dès qu'elles commencent à descendre dans l'exécutif, elles généralement commencent à connaître un certain nombre de contorsions. Et ça, c'est des éléments au jour d'aujourd'hui qu'il faut rapidement modifier pour que la situation ne s'enlise pas telle qu'elle est en train d'aller. Il y a aussi, comme je vous ai rappelé tout à l'heure, la longévité de certaines personnalités à des postes de responsabilité pendant pratiquement 2-3 décennies. Ce n'est plus sur le plan du management, on vous apprend qu'après 3 ans, 4 ans, normalement, vous devez passer à autre chose. Mais si après 3 ans, vous faites la même chose, combien de fois, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous comprenez que l'esprit se sclérose et que là, à ce moment-là, vous aurez beaucoup de difficultés à pouvoir donner un rendement positif. Alors, merci beaucoup Abdoulaziz Konaté pour ces explications. Je rappelle que vous êtes le vice-président national en charge des régions du littoral et du sud-ouest de la jeunesse présidentielle à Presby. Vous êtes également le premier vice-président du syndicat des commerçants du marché central de Douala. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est bien bossé. C'est pour cela que ces questions nous intéressent toujours et que nous répondrons toujours comme un seul homme, parce que c'est ça le travail de la jeunesse présidentielle. La jeunesse présidentielle a été au rendez-vous de 1996, en sortir des années de Brest de 90. C'est celle-là qui a su réconcilier la jeunesse camerounaise, l'opposition avec le président de la République, qui a donné une seconde cure de jouvence au président de la République. Ne l'oublions jamais, parce que les gens, généralement, confondent beaucoup quand il s'agit de la jeunesse présidentielle sur son rôle dans la société. Mais nous avons été au rendez-vous de 1996, ce qui a permis de pouvoir, au président de pouvoir étaler un certain nombre de programmes. Et nous ne dérogerons donc très certainement pas à cette tradition-là. Une fois de plus, à l'heure où on annonce de grands enjeux qui sont en train d'arriver, il est aujourd'hui question pour nous de capitaliser l'héritage, n'est-ce pas, de ce dernier, parce que c'est ça la jeunesse présidentielle, c'est le volet sociologique, c'est le volet et non politique, c'est l'aspect, c'est le bras armé du volet social du chef de l'État qui justement tente à capitaliser ses acquis, notamment qu'il a pu engranger au courant de ces 4 dernières décennies, pour pouvoir effectivement amorcer le vent de la transition ou alors l'entame, n'est-ce pas, vers une nouvelle ère avec sérénité. Et voilà qui met un terme à ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à nous suivre également sur nos plateformes de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Vous pouvez également nous regarder sur StarTimes, canal 792. Au revoir.